Non, c'est vrai qu'il y a des personnes qu'on a rencontrées qui trouvent un peu extraordinaire qu'on se soit rencontrés, qu'on se soit retrouvés et qu'on ait des parcours à la fois très différents et en même temps très similaires sur des dates précises. Et on nous a dit récemment, à vous deux, finalement, vous cumulez 3 EMI. Qu'est-ce que toi, tu as envie de dire de ça? Déjà, on peut faire un coucou à Stéphane s'il regarde cette vidéo, parce que c'est avec lui qu'on a parlé de tout ça récemment. Par rapport à ces dates comme ça, oui, c'est vrai que ça a été un peu, même pour nous, au départ, ça a été vraiment étonnant. On observe en effet qu'il y a eu des dates vraiment bien précises, en effet autour des 8 ans, après autour des 16-17 ans, après d'ailleurs, il faudrait voir combien ça fait à chaque fois, parce qu'il y a peut-être quelque chose aussi qui se joue dans les temporalités, et peut-être les cycles notamment, Ouais, parce qu'on sait qu'il y a des cycles comme ça de vie. Puis après autour des 33 ans. voilà, c'est ça, 33, 34 ans. Mm. Donc oui, il y a des faits comme ça marquants. Et c'est vrai que dans notre cheminement, on a eu cette impression à la rencontre, même si c'était très dans l'énergie, il y a eu quelque chose qui s'est vraiment entrelacé. Et c'est ce que tu dis toujours, tu as cette image de voir nos âmes, voilà, nos énergies au-dessus de nous se retrouver et enfin être dans cette joie-là de pouvoir se retrouver. Et en fait, ça s'est joué avant même qu'on se rencontre pleinement, de manière physique, sur cette terre. Donc il s'est passé quand même 34 ans, 35 ans avant qu'on se rencontre. Et donc il y a tout ce chemin-là qui s'est fait. Et pourtant, nos âmes ne se sont visiblement jamais perdues de vue. En tout cas, c'est comme si elles avaient des étapes clés à vivre à des périodes d'âge précis. Il y avait des étapes clés comme ça qui allaient faire qu'à un moment donné, ce 11 septembre 2017, on allait se retrouver. Et en fait, jusqu'au 11 septembre 2017, le chemin a été parsemé comme ça d'activations. Et parmi ces activations, il y a eu le décès de mon papa, il y a eu toi ce diagnostic du trouble autistique qui t'a permis d'intégrer une école religieuse, une école catholique, où même si on pouvait te faire croire que tu étais différente, à ce moment-là, et ça ne s'invente pas, il y a sœur Marie-Madeleine qui pose la main sur ta tête et qui dit « Mais non, cette petite fille, on l'accueille comme une autre. Il n'y a pas de différence. » Et à ce moment-là, tu retrouves aussi tes souvenirs. Et puis après, un peu plus tard, vers l'âge de 15 ans, moi je déménage. J'ai déménagé aussi. Donc à l'âge... Toi, t'es descendu dans le sud, et moi du sud, je suis montée dans le nord. Moi du nord, je descends vers Lyon. Et toi, du sud, tu montes vers le nord, à Paris. Est-ce qu'on s'est croisés sur l'autoroute à ce moment-là? On ne sait pas. C'est un beau roman. C'est une belle histoire. En tout cas, il y a ce point stratégique qui est là, qui nous conduit dans des vies qui sont diamétralement opposées. Mais qui, en tout cas, on se retrouve à un moment à 17 ans, où moi je fais mon EMI, et toi à 17 ans, où tu perds un être cher à ton cœur aussi. Oui, qui était mon papa spirituel, qui part, et j'ai pas eu le droit d'aller à son enterrement. J'ai pas pu finalement, dans la symbolique, accompagner ce départ. Par contre, ça m'a permis, moi, de remettre en conscience et de rétablir ma capacité à faire des sorties de corps. Donc c'était un vrai cadeau de renouer avec ça. Parce que c'est quelque chose que je faisais dans la petite enfance, mais il y a eu une vraie coupure à mes 8 ans en fait. Je n'ai pas de souvenir de ma petite enfance en dehors de ces sorties de corps qui étaient particulières et des expériences un peu de mort proche, on va dire, où là je vois, mais en dehors de mon corps physique. Ce moment où sœur Marie-Madeleine pose sa main sur ma tête, c'est vraiment un moment pour moi où, je le dis toujours, pour moi je suis née à ce moment-là. Je n'ai pas de souvenir avant, si ce n'est en dehors de ce corps physique. Pour moi, ma vie commence à 8 ans. C'est ce qu'on appelle un walk-in. Je comprendrai plus tard qu'en fait, un walk-in, c'est un peu particulier d'un walk-in où on échange d'âme. C'est pas tout à fait ça, c'est un complément. Enfin voilà, on pourra en parler. Voilà, on pourra en parler. Mais vraiment, il y a en effet ces étapes-là. Et donc, il y a ces étapes-là, donc 17 ans. Et puis ensuite, un peu plus tard, vers la trentaine, 33 ans, où moi je m'apprête à devenir maman et où toi, pour des diagnostics et ces opérations du dos dont tu as déjà pas mal parlé aussi dans plusieurs interviews, mais c'est le moment où toi on te dit que tu ne pourras pas avoir d'enfant. Et quelques années plus tard,
on se retrouve, nos âmes se rencontrent à nouveau, il y a cette reliance qui est là et tu deviens maman de cette petite fille de 4 ans et demi. Et à partir de là, il y a ce nous qui se construit. On trouve ça très beau parce que finalement, c'est toutes ces étapes-là, ça a vraiment façonné quelque chose. Et quand tu parlais de Marie-Madeleine, j'entends que finalement, toi, tu es née de la main de Marie-Madeleine. Je trouve ça très très beau. Je l'avais jamais vu comme ça, mais oui. Je l'ai dit là il n'y a pas longtemps, mais je trouvais sœur Marie-Madeleine tellement belle. Du haut de mes 8 ans, ça a été une vraie révélation presque christique, j'ai envie de dire, parce que c'est très drôle. Sœur Marie-Madeleine, c'est une sœur qui a près de 90 ans, qui est donc extrêmement marquée par la vie, qui a un énorme goitre comme ça, et qui est toute tirée à 4 épingles, comme les bonnes sœurs, voilà, avec des lunettes. Et je la trouve mais tellement belle et tellement douce. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, cette sœur Marie-Madeleine, c'est un peu ta guide? Et c'est marrant, j'y avais jamais pensé, en effet, mais oui, je pense qu'elle est restée pas loin. Elle a eu un rôle tellement important dans ma vie. Je veux dire, vraiment. Et je suis vachement touchée, je suis hyper émue, hein, parce qu'il y a une figure très très importante dans ma vie, que je considère comme ma grand-mère spirituelle, si je puis dire. Elle était très ancrée dans la terre, c'était une grand-mère de la terre, qui était ma voisine, et elle s'appelait Marie-Thérèse. Et elle était très très en lien avec la religion, voilà, mais la religion qui n'était pas enfermante. Et elle avait un cœur grand ouvert. Et un jour, dans une séance, j'ai reçu ce message que j'étais très très reliée à Sainte Thérèse. Et la rose, c'est mon deuxième prénom, et la rose me parle beaucoup. Et en fait, je réalise là, avec beaucoup d'émotion, que toi, tu es portée par la main de Marie-Madeleine, que je suis portée par la main de Sainte Thérèse, et que finalement, ces deux mamies, dans toute leur essence aussi de reliance à la religion, mais la religion avec une ouverture de cœur, ça a été aussi hyper marquant sur notre chemin, et ça nous a amenés, ça nous a portés à peut-être là où on est aujourd'hui. Et je te demande si pour toi, cette sœur Marie-Madeleine est un guide aujourd'hui pour toi, parce que j'ai l'impression que moi, cette Madame Marie-Thérèse est un guide pour moi. Oui, c'est un guide, et dans toute son essence en plus, je veux dire, avec aussi toute cette essence de Marie-Madeleine, il y a vraiment cet aspect-là, et c'est toujours étonnant parce que jusqu'à ce qu'on en parle là, maintenant, au présent, aujourd'hui, je n'avais pas capté ça. Je vivais vraiment simplement avec cette mémoire-là de tous les souvenirs que j'ai de sœur Marie-Madeleine en classe de neige. Oui, parce que c'est un peu comme Martine à la plage. C'est-à-dire que chez les sœurs, on a fait des classes vertes, on a fait des classes de neige, on partait... Alors on faisait toujours plein de choses, et c'était vraiment très très chouette. Et puis c'était vraiment une autre époque, c'est-à-dire qu'elle venait nous apporter le goûter à la fin de l'école, et on pouvait rester dans la cour, et elle apportait le goûter comme c'était fait. C'était soit la pâte de fruits avec un morceau de pain, soit une barre de chocolat noir avec un morceau de pain. Et c'était un tel bonheur de voir sœur Marie-Madeleine arriver avec cette petite douceur. Voilà. C'est plein de souvenirs d'amour sans retour, sans attente, sans demande de retour. Il y avait juste... une joie en elle de voir les enfants heureux. Et c'est ça qui était vraiment beau, parce que c'était une école en fait qui accueillait, alors non seulement visiblement les enfants qui devaient être placés dans des structures un peu spécialisées comme moi, mais aussi qui accueillait tous les enfants qui étaient en foyer en fait. C'était un endroit qui faisait aussi foyer. Et donc les sœurs s'occupaient des enfants qui étaient placés, qui étaient à l'école, du coup dans cette même école. Et donc il y avait un élan de cœur qui était immense. Et j'ai grandi dans cette vision-là, mais avec beaucoup d'ouverture en effet et d'amour. C'est-à-dire que tous les matins, on allait chanter dans la chapelle de l'école. C'était magique, avec sœur Chantal en plus. Donc je veux dire, elle portait tellement bien son nom, c'était exceptionnel. Et puis elle avait une voix un peu de Christelle, tu vois, une voix très très haute. Et ça faisait un petit peu Jésus revient parmi les siens. C'était un petit peu ça.
Mais c'était un vrai bonheur, c'est-à-dire que c'était amené avec tellement de douceur, de joie, de rire. C'était magique. Mais tu vois, c'est beau ce que tu dis parce que finalement, moi, quand je pense à cette Madame Marie-Thérèse, cette mamie-là de cœur, ben, en fait, quand j'y pense, j'ai une joie immense qui est là et beaucoup d'amour aussi, de l'émotion bien sûr, mais je me dis, finalement, toi et moi, à cet âge-là, à ces 8 ans, on a eu ces piliers-là, en fait. Ces piliers quand même de joie, ces piliers d'amour, ces piliers de reliance aussi au divin. Peut-être à travers la religion, mais c'était leur prisme à elles, mais sans jamais imposer quoi que ce soit de leur vérité non plus. Et en fait, on a été portés par ça. Et je me souviens le jour de l'enterrement de ma mamie, là, de cœur. Il pleuvait vraiment beaucoup. Et puis, on arrive au cimetière. Et juste au moment où le cercueil va pour rentrer dans la terre, un soleil qui a percé le ciel, juste incroyable. Et en fait, on s'est tous regardés. Et en fait, tout le monde a souri et tout le monde a ri. Parce que c'était juste de la joie. J'ai pas été à beaucoup d'enterrements dans ma vie. Et celui-ci, pour moi, c'est juste un souvenir de joie et d'amour incroyable. Et je me dis que ça, on l'a porté en fait. On a été nourris de ça aussi. Dans ce parcours qui est le nôtre aujourd'hui et dans nos retrouvailles, même s'il y a eu des chemins vraiment pas simples, plein de choses à transcender, plein d'expériences à vivre qui étaient franchement au-delà du désagréable, franchement très douloureuses et violentes. Il y a eu ces piliers de joie, d'amour et de reliance qui étaient là. Et justement, tu parles de cet accès à la joie et aussi au divin qui a été amené sur notre chemin. Et je voulais te demander de partager un peu sur justement cette expérience de mort imminente qui a été la tienne, parce que je trouve qu'elle est toute particulière. Et je trouve ça vraiment intéressant, encore une fois, parce qu'on a vécu vraiment, même dans nos expérimentations de ces EMI, ça a été vraiment vu dans 2 points d'accès différents, de dimensions différentes, de directions aussi différentes. Et je trouve ça vraiment puissant, la manière dont finalement tu as activé plus ou moins consciemment cette EMI. Alors, en fait, j'ai mis du temps à mettre un mot sur cette expérience-là, parce que moi, j'avais l'impression qu'une EMI, c'était forcément dans un cadre médical. C'était forcément au cours d'une opération, par exemple, ou au cours d'une intervention, et que le corps lâchait, le cœur lâchait, et que du coup, il y avait cette expérience de mort qui était là, avec une expérience qui se faisait dans les plans subtils, et puis un retour dans le corps, et voilà. Oui, il y a vraiment cette image-là, tout simplement parce que les EMI, dans l'aspect et dans l'étude scientifique, les sciences aujourd'hui sont des sciences de mesure. On ne va regarder que ce qui est mesurable. Et donc, dans la classification qui a été faite, il y a des cases à cocher, différentes cases à cocher pour que ce soit pris en compte dans l'étude. Voilà pourquoi, en effet, généralement, EMI, c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec un arrêt cardiaque, cardio-respiratoire. En tout cas, il y a vraiment ce mécanisme-là et ensuite une expérience. Voilà. Mais oui, en tout cas, moi, j'étais pas du tout dans ce cadre-là. J'étais dans ma chambre, j'étais chez mes parents. Et en fait, je vivais une période, depuis un moment, à 15 ans, je suis partie de Picardie. J'ai quitté vraiment, j'ai été déracinée vraiment. Ça n'a pas été un choix pour moi. Mais je devais suivre ma mère qui partait à Lyon. Et pour moi, ça a été vraiment une horreur. Ça a été horrible de quitter tous mes repères. Je quittais ma maison, je quittais mon père d'une certaine manière puisqu'il est enterré là-bas et que même si j'allais très très peu au cimetière, j'avais quand même l'impression d'être encore déracinée de lui. Je laissais ma grand-mère de cœur. Ça, c'était vraiment très très dur. Je laissais mon frère aussi. Donc c'était très très dur. Et je suis arrivée à Lyon et je me suis retrouvée dans une nouvelle famille. Il y avait ma mère, mais c'était une famille recomposée. Je me suis retrouvée avec une sœur, un frère, un beau-père. Et d'un seul coup, je passais d'une vie où j'étais seule avec ma mère à une vie de famille nombreuse, entre guillemets. On passait de 2 à 5. Voilà, une nouvelle maison, j'allais rentrer en seconde. Et clairement, j'étais pas bien du tout.
J'étais vraiment pas bien, j'étais dans une grosse dépression, je pleurais, je ne voulais pas partir, donc j'étais vraiment dans un tourbillon infernal. Et là encore, l'émotionnel a été mis de côté, non pas pour moi, mais par ma famille, de dire allez c'est bon, maintenant il faut passer à autre chose, de toute façon tu ne reviendras pas en arrière, donc maintenant il faut aller de l'avant. Allez, va, arrête de penser au passé, va de l'avant. Donc ça, c'est super, c'est des jolis concepts. Mais à le vivre dans le corps, c'est extrêmement compliqué. Donc je suis tombée vraiment dans une grande phase de dépression. J'allais pas bien du tout, avec des pensées très très sombres, de me dire je n'ai rien à faire ici, de toute façon je ne comprends pas ce monde, je ne suis pas accueillie, mes émotions c'est ou trop ou pas assez, je suis pas réaliste, je rêve trop, etc. Donc à quoi bon? Donc j'étais vraiment pas bien jusqu'à avoir vraiment des grosses difficultés à sortir de mon lit en fait. C'est-à-dire que je n'étais bien que dans ma chambre et que sous la couette. Et j'écrivais beaucoup, mais avec des demandes vraiment de dire mais venez me chercher en fait. Stop, ça suffit, moi je veux plus ça, j'en ai marre. Et puis au moins peut-être que il y avait ce truc-là aussi un peu. Si il m'arrive quelque chose, eh bien peut-être qu'on fera un peu plus attention à moi et peut-être que finalement je me rendrai compte que les gens sont un peu tristes. Que je ne sois plus là. Bref, c'est sûrement très égoïste. Et cet appel de « venez me chercher », il s'adressait vraiment il s'adressait vraiment en haut à tous ces anges, de dire « venez me chercher, vraiment, je ne veux plus être là ». Comme ils étaient venus chercher ton papa. Ben exactement, c'est vrai. Et donc j'étais allongée dans ma chambre, c'était la nuit, je dormais. Et puis d'un seul coup, j'ai ouvert les yeux et face à moi, j'ai vu une grande lumière blanche qui est arrivée. Cette lumière blanche, elle avait une forme assez particulière. J'avais l'impression de voir à la fois un ange avec comme la forme d'une tête, en fait, c'était plutôt un rond comme ça, et puis une grande robe qui était là. Et plus tard, je me suis questionnée sur ça, je me suis dit, pour moi c'était un ange, mais qui se présentait sous la forme d'une serrure. Et en effet, c'est exactement cette serrure qu'on retrouve sur le livre d'Amélie Bonneval. C'est exactement ça, c'est la vision que j'ai eue. Et à ce moment-là, je suis comme dissociée. C'est-à-dire que j'ai mon humain, mon être humain qui se rend compte qu'il y a cette lumière qui est là et qui se souvient des conditionnements et qui disent « le jour où tu verras une lumière blanche, c'est que tu vas mourir ». En quelque sorte. Je le fais rapide, mais c'est un peu ça. Et mon être, vraiment mon âme, mon être qui avait envie, celui qui demandait aussi à rejoindre ça, qui se sent d'un seul coup happé par cette lumière et qui se dit « waouh, je me sens tellement bien, je me sens flottant, c'est tellement apaisant ». Et en même temps, cet être humain qui est là et qui est dans la peur et qui se raccroche vraiment au drap. C'est-à-dire que je sens ma main qui s'accroche à mon drap et qui dit non, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Et à ce moment-là, j'entends dans la vibration, c'était pas une voix que j'ai entendue, mais dans la vibration, j'entends, eh bien voilà, à partir de là, maintenant, tu as le choix. Où tu pars maintenant, et c'est ok, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien du tout, c'est ok. C'est où tu y vas maintenant, ou alors tu restes ici, et tu vas vivre ton incarnation, et tu vas vivre ce que tu as à vivre, et voilà. Et c'est comme tu veux. Il y a quelque chose qui m'a ramenée ici, j'ai réouvert les yeux, et la lumière était partie, et tout était noir, et voilà. Et je sais qu'à partir de ce moment-là, je dis toujours, ça n'a pas été magique dans le sens où d'un seul coup, je me suis pas réveillée le matin, et puis toute la dépression était partie, et je me sentais super bien, et j'avais tout oublié. Il y a de la joie. Ouais, voilà, il y a de la joie. Mais j'ai pu me lever en fait le lendemain matin. C'est comme si ça avait réactivé ma foi. J'ai pu me lever, je suis allée dans la salle de bain, je me suis regardée dans le miroir, je me suis vue. Et j'ai décidé, j'ai vraiment choisi à ce moment-là de sourire. Je me suis souri, je savais même pas pourquoi je faisais ça. Et puis je suis repartie. Et ça a commencé à aller mieux, c'est ce qui a enclenché ensuite la suite. Et j'ai senti une foi profonde à ce moment-là. Et je me suis dit, ouais, en fait, je vais la vivre, cette vie-là. Parce que tout le temps, j'entendais cette phrase, tout le temps, depuis que je suis toute petite, j'entends cette phrase « tu n'es pas là pour rien ». Tu n'es pas là pour rien. Et je me disais, ouais, c'est super, je suis pas là pour rien, mais du coup, je suis là pour quoi? Et ça a été, moi, mon expérience. En tout cas, ça a été vraiment, je dis toujours, c'est une expérience de choix. Ça a été le moment où, finalement, j'aurais pu choisir de partir ou choisir de rester. Mon âme a choisi de rester. Et à partir de là, finalement, ça m'a permis de prendre mon téléphone pour me faire accompagner. J'ai rencontré une personne qui m'a accompagnée avec de la sophrologie, avec de l'EMDR. À partir de ce moment-là,
je me suis dit, mais finalement, moi, ça me parle beaucoup de faire ça, de pouvoir être aussi voilà, dans de la sophro, ça me parle, ça revient au corps, etc. Et c'est comme ça qu'un peu plus tard, finalement, après un burn-out assez important, eh bien, je me suis réorientée sur la sophrologie. Et l'histoire fait qu'on est ensemble aujourd'hui et que c'est par la sophrologie qu'on s'est rencontrés. Finalement, c'est encore un cadeau. Et on dit toujours, derrière chaque expérience, aussi difficile soit-elle, il y a toujours un cadeau derrière. On ne le voit pas tout de suite, mais ça arrive. Je sais que toi, tes expériences d'EMI, elles sont plus dans ce cadre un peu plus connu, dans un cadre médical. Tu en as vécu 2, mais les 2 étaient quand même différentes. Et dans un cadre médical, en effet, cela dit, je faisais ma carrière aussi dans la santé. Donc il y avait quelque chose quelque part qui était presque de l'ordre de à la maison pour moi, même si j'étais hospitalisée. C'est vrai que c'était un milieu que je connaissais, au milieu duquel j'avais pas peur, où j'avais exercé d'ailleurs. Donc il y avait vraiment aussi cet aspect-là, je pense, qu'il y a à prendre en considération peut-être dans ce vécu. Ce qui est sûr, c'est que à cette époque, jusqu'à ce moment-là, j'orientais quand même ma personnalité de manière assez forte et flagrante sur le fait d'être quelqu'un toujours en joie, toujours dynamique, toujours en lien avec le physique aussi, c'est-à-dire que j'étais la première à vouloir aller faire du sport, des randos, s'il fallait quelqu'un pour faire un déménagement, j'étais toujours là. Donc il y avait vraiment ce corps-là qui était très présent dans la définition de ma personnalité. Et quelque part, je crois que je me cachais un peu trop derrière ce corps, derrière cet extérieur. Ce qui est arrivé, c'est que finalement, un jour, j'ai commencé à avoir du mal à marcher. Enfin, il y a eu toute une histoire un peu avant, mais voilà, en tout cas, il y a eu un diagnostic de posé où clairement la moelle épinière était compressée, comprimée. Il y avait une fracture spontanée de la colonne vertébrale et libre à moi, j'avais le choix, vu que c'était pas quelque chose de tout de suite qui m'a coupé les jambes à proprement parler. J'avais un peu ce choix de voir est-ce que je reste comme ça et on fait voilà, des infiltrations, je prends de la morphine et je continue comme ça, ou est-ce que j'essaie de trouver un neurochirurgien qui accepte d'opérer malgré des conditions un peu pas évidentes. J'ai exploré les deux en même temps. En fait, j'ai vraiment essayé de faire tout le cheminement pendant quelques mois, d'accueillir comme c'était en me disant, bon voilà, est-ce que ce sera une épée de Damoclès ou pas, je ne sais pas exactement. Et en même temps de rencontrer différents neurochirurgiens. Il y a eu beaucoup de refus. Et puis il y a eu un qui m'a dit, moi, je veux bien. Par contre, je ne suis pas un fou du bistouri et je veux que vous fassiez tout ce qui est possible et non invasif avant pour être sûr et pour que vous n'ayez pas de regrets, surtout. Parce que très clairement, c'est une opération qui est extrêmement risquée d'un point de vue de la perte complète du mouvement de mes jambes, mais aussi d'un point de vue vital, hein, très clairement. Et voilà, donc on a essayé, et puis arrivé un moment où le choix s'est posé, parce que je l'ai demandé aussi. Parce que voilà, je peinais à marcher, j'essayais de marcher un petit peu autour de chez moi, j'avais 34 ans à l'époque, et j'arrivais à peine à faire quelques mètres autour de mon appartement, et je commençais à en avoir marre, je ne pouvais plus travailler, je ne pouvais plus rien faire. Et j'ai hurlé un peu à un dieu au-dessus en disant « mais j'en ai marre, je veux une réponse claire, je veux savoir ce que je dois faire, quelle décision je dois prendre, ça ne peut plus durer comme ça, je veux savoir ce que je dois faire ». Quelques minutes après, j'arrive donc pour rentrer chez moi, et là, mon chat, un de mes chats était là, il s'appelait Lhasa. Et Lhasa porte bien son nom, hein, c'est une capitale au Tibet, et il avait cette capacité d'être extrêmement calme, et le nez et la truffe au vent, voilà, vraiment pas belliqueux. Sauf qu'il était dehors, et que le chat du voisin allait visiblement lui sauter dessus, et mon chat était absolument incapable de se défendre de quoi que ce soit. Et j'ai voulu aller sauver Lhasa. J'ai voulu courir vers lui, sauf que dans cet élan, j'ai oublié que mes jambes peinaient à marcher. Donc clairement, je ne pouvais pas courir. J'ai pas réfléchi. J'ai voulu aller vers lui, sauf que mon pied ne s'est pas levé, que donc il s'est accroché sur le béton, que je suis tombée voilà, de tout mon poids sur le béton en fracturant mon avant-pied. Dans cette colère, enfin dans tout ce qui était là en moi, dans tout cet émotionnel. Le chat du voisin a eu peur, mon chat lui a pas bougé à regarder la scène, genre mais qu'est-ce qu'elle fait? J'ai pu attraper mon chat, je suis rentrée chez moi avec plein de sang partout, et dans cette colère,
Bon, j'ai déposé mon chat, je l'ai laissé dedans et moi je suis partie sous la douche froide, tout habillée, avec vraiment cette rage. Et la première chose qui m'est venue, et tu vois, c'est vraiment marrant dans les timings de nos vies, c'est la première chose qui m'est venue et qui m'a mise fort en colère, c'est de me dire « Mais tu te rends compte que si ça avait été ton enfant et qu'il avait été à un feu rouge, un passage piéton, et qu'il était passé, tu n'aurais pas pu le rattraper. Tu l'aurais vu se faire écraser devant toi parce que tu n'es même pas en mesure de faire quelques pas comme ça. » Et donc la décision a été prise instantanément. J'ai rappelé le neurochirurgien ensuite et je lui ai dit « Ça y est, je suis prête. Il faut qu'on trouve des dates. Je ne peux pas rester comme ça en fait. Je préfère qu'on essaie. Et si je suis en fauteuil, je suis en fauteuil. Voilà, mais je ne peux pas rester comme ça, à attendre que peut-être je me lève un matin et il ne se passe plus rien. » Donc voilà comment ça s'est mis en place. Donc j'arrive dans cet état d'esprit-là. À l'époque, j'étais en couple et la personne avec qui j'étais me dit au moment où je vais rentrer dans le bloc, elle me dit « Et surtout, n'oublie pas de revenir. » Moi, je fais encore beaucoup d'humour. Je lui dis « Évidemment que je vais revenir, je suis sur un brancard, sur des roulettes, donc a priori, je n'aurai d'autre choix que de sortir de là. » Et elle me dit « Non, mais vraiment, n'oublie pas de revenir. » Et vraiment, je ne comprends pas ce qu'elle veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vais au bloc et pendant l'opération, donc la première opération, donc ils ont ouvert le dos sur 20-25 cm à peu près. Et donc j'étais sur le ventre, moi, installée sur le ventre. Et donc cette première EMI, elle s'est faite par une sortie en dessous de la table d'opération. Et c'est ça que je trouve toujours fascinant, c'est que je n'avais pas cette compréhension-là, que finalement ça pouvait se faire dans n'importe quel sens, et que je ne suis pas montée, je suis descendue. Donc j'étais face contre terre, je suis descendue sous la table, je tourne mon regard, je vois des pieds qui s'agitent, j'entends un peu du son derrière, des personnes qui parlent, ça a l'air très agité, très énervé, et je sais que ce qui me marque, la dernière image que j'ai, c'est une personne dans un ensemble de blocs, donc avec les fameuses crocs, avec le pantalon, tout en camouflage, façon militaire. Et ça me fait sourire en fait, parce que je suis d'une famille de militaires. Et à ce moment-là, s'ouvre sur le côté gauche, là, comme ça, je regarde sur le côté gauche, et s'ouvre une grande fenêtre, comme ça, vraiment, ça fait une fenêtre qui s'ouvre, et dans cette fenêtre, c'est l'espace. En fait, je vois l'espace et je suis aspirée dedans. Et d'un seul coup, ça se met à accélérer, c'est-à-dire que je vois les étoiles qui deviennent... C'est tellement rapide que je vois les étoiles devenir des fils, en fait, des fils de lumière. Et ça défile, et d'un seul coup, ça ralentit. Et ce qui est surprenant déjà, c'est que c'est pas brusque. Pourtant, ça s'arrête quasiment instantanément, mais il n'y a pas de secousse. C'est vraiment... Je m'arrête là, et là, il y a des présences. Je sens des présences et je vois des lumières. Et en effet, ça fait un peu cet effet comme ça, de serrure. C'est vrai qu'il y a cet effet-là. Au départ, je ne distingue pas trop de visage ou un être. J'entends qu'il s'adresse à moi et en même temps, je ne vois pas de mouvement de lèvres. Et surtout, il n'y a pas de son en réalité. Je l'entends à l'intérieur de moi. J'entends ces paroles à l'intérieur de moi. Très rapidement, il y a un deuxième être qui se présente. Et quand je reviendrai tout de suite après l'opération, je ne me souviendrai pas exactement. Il va me falloir des années, je le dis toujours, mais c'est des expériences qui sont multidimensionnelles. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'activation, beaucoup d'initiation, mais ça s'active au fur et à mesure de l'incarnation. Et je vais reconnecter à qui sont ces êtres beaucoup plus tard. En tout cas, il y a vraiment ce rapport-là qui naît. Et puis, je reviens, les détails, il faudrait vraiment parler que de ça, parce que voilà. Mais donc je reviens dans mon corps physique, et au réveil, donc moi je me réveille, bon, il y a une douleur, voilà, il y a vraiment une douleur qui est atroce, parce que je sais qu'à chaque mouvement, je peux même pas bouger mes bras, juste de lever mes bras, ça me crée des douleurs atroces dans tout le dos. Je suis complètement à plat sur un matelas. Mes jambes ne bougent absolument plus du tout. Je n'ai plus aucune sensation dans mes membres inférieurs. J'ai une sonde et donc il y a cette douleur, malgré la pompe à morphine, malgré l'anesthésie qui est encore là. Et malgré cette douleur, je me sens dans une profonde gratitude, dans un amour intense. Parce que c'est ce que j'ai goûté dans cette vivance-là. Dans cette vivance où je rencontre ces deux êtres de lumière. J'ai vraiment reçu tellement d'amour. Et j'ai entendu et surtout j'ai vu des couleurs qui n'existent même pas sur Terre, des sons. C'est parce que les couleurs sont des sons, parce que tout est vibration en réalité, c'est ça. C'est tellement intense, c'est tellement fort cette reconnexion que je me sens dans un amour inconditionnel
même en étant sur Terre, je sens qu'il est encore en moi, et malgré cette douleur. Et c'est un peu l'incompréhension, par conséquent, du personnel hospitalier, parce que le neurochirurgien, quand il remonte du bloc, il vient me voir. Je dis toujours ça, j'ai l'impression qu'il vient m'annoncer mon décès. C'est-à-dire qu'il vient devant moi avec vraiment une tête fatiguée, parce qu'il y a eu beaucoup de complexités qui se sont rajoutées pendant l'opération, qui n'étaient pas prévues. Enfin, voilà, ça a été vraiment complexe. Il me dit, je suis vraiment désolée, on a fait tout ce qu'on a pu, on a vraiment essayé de redresser la colonne, on a tiré à 3 dessus, bon voilà. Et moi, je suis dans une joie, une gratitude pour cet être, et surtout, je souris parce que je sais, je lui dis, enfin, je sais plus comment je lui amène ça, mais que je sais, j'ai vu qu'il avait des Crocs, et parce que je savais que c'était lui, qu'il avait un pantalon qui était de couleur armée. Ça le surprend un peu, mais finalement il se dit juste, je pense qu'à ce moment-là il se dit juste, mais elle doit être complètement shootée. Mais en fait il vient m'annoncer que oui, pour l'instant mes jambes ne répondent plus, et moi je suis juste dans une gratitude absolue. Et ça, c'est vrai que ça crée un décalage qui est très intense à vivre, et surtout pour l'extérieur, parce que moi à ce moment-là il n'y a pas de décalage. Moi, je vis juste cette plénitude, cet amour inconditionnel. Et donc, ça va durer comme ça un petit moment. En fait, voilà, et le décalage, il se fait en effet avec le regard extérieur qui est dans l'incompréhension de ce qui est vécu. Et surtout, mes proches, et notamment ma compagne de l'époque, qui me dit au bout de quelques jours, en fait, je ne peux pas rester avec toi. Et je dis, ah bon? Mais bon, pas du tout triste, parce que vraiment, c'est, ah d'accord. Et elle me dit, bah en fait, parce que j'ai l'impression que tu m'aimes comme tu aimes le soleil qui se couche, que tu aimes les papillons qui viennent et qui virevoltent devant ta fenêtre, ou comme tu aimes ta voisine de chambre. Et en fait, j'ai forcé de constater que oui, je me vis dans un amour total. Et c'est trop difficile à accueillir, voilà, pour un amour, une relation humaine, entre guillemets. Donc, ouais. Et tu te rappelles, dans cet amour-là dont tu parles, ça faisait quoi dans le corps? Est-ce que ça, tu arrives à mettre des mots sur ça? Parce que souvent, c'est vrai qu'on parle de l'amour, cet amour inconditionnel, finalement, on peut employer ce terme-là, de ressentir ça. Et parfois, c'est tellement fort qu'on a beaucoup de mal à mettre des mots humains, j'ai envie de dire, sur ces sensations-là. Mais est-ce que, en se rapprochant peut-être au plus juste, tu te rappelles de cette sensation, comment c'est en fait dans le corps? Au-delà du physique, j'entends, parce que j'entends que le physique ne bougeait plus. Dans la sensation subtile, est-ce que toi, tu pourrais le décrire ça ou pas spécialement? Ce que je garde, tu vois, c'est vraiment cette impression qu'il y a quand même une espèce de dissociation, c'est-à-dire qu'il y a ce corps de souffrance qui, pour le coup, là, c'est vraiment mon corps physique qui est un corps de souffrance. Je suis complètement dépendante, hein. Je suis un corps inerte, c'est-à-dire que je ne peux même pas attraper la télécommande, mettre la télé ou quoi que ce soit, en fait. Et du coup, à l'intérieur, comment c'est? C'est comme s'il y avait des différentes couches, et quand je vais vraiment à l'intérieur, mais c'est vrai, tu vois, j'avais pas eu conscience de ça complètement. C'est l'extérieur qui est comme un corps de souffrance, et j'ai l'impression que quand je reviens vraiment à l'intérieur, dans cet espace de paix, là, c'est là que la connexion se fait. Et là, par contre, je retrouve cette connexion à cet amour inconditionnel. Et ce qui fait que ça a été une vraie clé de survie, je pense, pour moi. Parce que moi, je dis toujours que j'ai toujours le regard de tous mes compagnons d'hospitalisation, parce que ça a duré 9 mois, qui ont vraiment, oh là là, vivement qu'on parte, moi, il y en a marre. Bon, voilà, il y a toujours ce regard-là, alors que moi, je l'ai vécu dans une grande joie, et dans vraiment une présence complète, alors que ça a été les moments de souffrance les plus intenses que j'ai eu à vivre, en tout cas dans cette vie. Et pourtant, dans ces espaces-là, je goûtais la grâce, vraiment. Et tu vois, je trouve que ça, c'est hyper important d'en parler, parce que finalement, tu parles de tes collègues, de tes compagnons d'hospice, là, qui étaient là et qui possiblement posaient leur regard sur le corps physique, le corps de souffrance dans ce cadre-là, et donc sur l'enveloppe extérieure finalement. Donc c'était un regard qui se posait à l'extérieur, même si sur soi, même si sur l'aspect du corps physique. Là, ce que tu dis, c'est que ce qui te permettait, toi, de te connecter, c'était de sortir de cet espace du corps physique, de corps de souffrance, pour revenir profondément à l'intérieur. Et c'est à ce moment-là
dans l'intérieur finalement que tu pouvais te reconnecter à cet amour inconditionnel. Et je trouve ça hyper intéressant parce que souvent dans les discours et dans les concepts aussi, on dit tout le temps cessons de regarder à l'extérieur et venons vraiment regarder à l'intérieur. Et en ça que c'est intéressant parce qu'on dit souvent revenir au corps. Revenir au corps, c'est hyper intéressant, bien sûr, et on est les premières à dire ça aujourd'hui aussi, parce que le fait de revenir au corps physique, c'est déjà un moyen de sortir de l'extérieur plus vaste et plus grand et de revenir à soi. Mais l'autre étape, c'est de sortir aussi peut-être de ce corps physique-là pour revenir encore plus profondément à l'intérieur de soi. Et je trouve que là, on est aussi dans cette dimension du fractal. On porte le tout à l'intérieur de soi. Et je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu partages par rapport à ça. Comme quoi le corps physique peut être aussi un extérieur et que c'est important s'il y a souffrance dans cet espace-là, de ne pas fuir cette souffrance-là, de pouvoir aller regarder, mais de se dire je peux encore aller plus profondément à l'intérieur pour aller trouver d'autres espaces de connexion. En effet, il y a plusieurs couches et en fait, c'est toujours depuis quel espace j'observe. Et si déjà j'arrive à comprendre que ça, c'est mon intériorité, c'est déjà super, Ouais, tu vois, carrément. déjà de pouvoir... Et en effet, l'étape d'après, c'est de rentrer un peu plus profondément en soi, parce que en fait, ça m'a permis vraiment de goûter qu'il y a cette ressource qui est vraiment exceptionnelle en soi, en chacun. Hein. C'est cette zone de paix qui ne bouge pas, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un espace de calme et de tranquillité qui est là et qui est accessible à tout moment et qui permet vraiment de retrouver son axe et de pouvoir aussi peut-être continuer parce que, enfin voilà, je sais que moi ça a été vraiment ma ressource de m'ancrer à l'intérieur plus profondément encore et plus profondément au fur et à mesure que la douleur s'amplifiait quand j'étais manipulée pour la toilette, pour des choses ou pour faire des radios, bon voilà. Et ça a été vraiment vraiment important parce que c'est ce qui m'a permis au bout d'un moment de ne plus tomber dans les pommes parce que en fait, ce qui se passait, la douleur était tellement puissante, hein, c'était vraiment une douleur exquise, hein, comme on dit, en termes médicaux en tout cas, que naturellement, mon corps physique, il chantait l'expérience, c'était beaucoup trop fort. Ouais. Donc je tombais dans les pommes et c'était embêtant parce que quand c'était pour des manipulations de toilette, c'était pas très grave. Mais par contre, quand c'était pour aller passer des examens, des radios et des choses comme ça devenait un peu plus embêtant parce qu'il redressait la plaque. Et donc j'ai vraiment trouvé cette ressource et cette connexion de rester là, en présence, de sentir la douleur en fait. On la sent, on sait qu'elle est là, on l'accueille, on lui dit très bien, je te sens, je sais que tu es là. Sauf qu'on l'observe depuis un endroit tellement intérieur qu'on reste pleinement là. Et du coup, la question qui me vient, c'est comment toi t'as fait pour trouver cet espace intérieur ? Il est où cet espace intérieur ? Alors j'ai eu la chance, je crois, voilà, je pense que c'est une réactivation qui vient d'un autre temps. Voilà, mais en effet, ça a été vraiment d'être en mesure de rentrer à l'intérieur. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. C'est vraiment comme une méditation. Je pense que si vous faites un petit peu de méditation ou des moments de tranquillité, vous observez que quand vous vous mettez dans cette essence-là, dans cet espace-là en vous, eh bien, la respiration va devenir de plus en plus courte, de plus en plus petite, à tel point qu'on a l'impression qu'il n'y a même plus de mouvement presque. C'est tellement léger, mais parce qu'on se met dans un état comme une espèce de veille du corps physique. Et du coup, ce corps physique, finalement, quand il est en espace de veille, il a presque plus de besoin. C'est-à-dire qu'il y a un échange d'oxygène qui est tout petit. Les battements de cœur se ralentissent encore et encore et encore. C'est un peu comme un lac. Et c'est pour ça qu'il m'arrive d'amener cette vision-là aussi dans les séances. C'est parce que je sais qu'il existe cet espace-là. Et c'est comme un lac d'une tranquillité. Vous savez qu'on peut avoir... c'est un peu l'image du lac ou de l'étang zen. C'est-à-dire qu'il est très très calme. Il y a peut-être une petite brume à certains endroits. Il y a peut-être quelques insectes qui passent tout tranquillement. Des fleurs qui bougent à peine dans la brise. Et la surface du lac est immaculée. Et c'est vraiment ça. Et c'est dans cet espace-là, quand on se positionne là, face à cet étang, ce lac, on est vraiment dans cet espace où, eh bien, même ces souffrances qui sont tellement fortes, qui amènent normalement à des pertes de connaissance, eh bien, elles deviennent complètement, pas acceptables, observables. C'est-à-dire qu'on devient observateur, en fait, comme si on regardait ce qui se passe là, avec conscience, avec accueil, mais juste dans cette posture de « j'observe ce qui se passe ». Ok, j'entends. Est-ce que, selon toi, ces 3 EMI
les deux tiennes et puis la mienne. Est-ce que ça fait partie de ce processus de retrouvailles entre nous? Oui, en effet, je pense que c'est des activations. Comme on le disait, il y a ces étapes clés, et c'est pas pour rien qu'on dit étapes clés, c'est parce qu'en effet, ça ouvre des espaces, et c'est comme des activations. Il y a quelque chose qui était programmé avant cette rencontre, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des choses un peu à vivre, à expérimenter, avant de pouvoir recevoir cette rencontre. Parce que c'est fort, parce que c'est une rencontre qui peut être vraiment éprouvante, dans le sens où ça vient remuer tout l'émotionnel qui stagne, toutes les blessures qui stagnent, c'est-à-dire que tout est amené à circuler. C'était essentiel, cette préparation, pour qu'on vive cette rencontre de manière plus sereine. En fait, tu vois, je trouve ça super beau parce que finalement, toutes ces expériences et puis ce qu'on partage là, nous, on l'a beaucoup banalisé, c'est ce qu'on dit beaucoup. On a rendu tout ça un peu banal en se disant, ben oui, c'est une expérience parmi d'autres et que tout le monde ne vit pas cette expérience de Amy. En même temps, sûrement, beaucoup la vivent aussi. Il n'y a rien à raconter finalement de tout ça. On était un petit peu sur ce truc-là de se dire, il n'y a rien et en même temps il y a tout, mais pourquoi est-ce qu'on viendrait parler de ça alors qu'il y en a déjà des centaines de personnes qui en parlent? Et finalement aujourd'hui, à pouvoir en discuter comme ça et relier ces diverses expériences-là à qui on est aujourd'hui et ce qu'on crée aujourd'hui ensemble, je pense que ça a du sens en fait. Non pas pour parler spécifiquement de l'expérience en elle-même, même si c'est toujours intéressant d'aller connecter les sensations, d'aller connecter comment ça s'est mis en place, etc. Mais de se dire, à partir de là, et à partir aussi de ces points d'expérience et de ces points de reliance, il y a eu la rencontre. Et qu'est-ce qu'on fait de ça aujourd'hui? Et comment est-ce que toutes ces expériences-là, en fait, elles viennent nourrir aujourd'hui le cœur de nos transmissions? Parce que je crois que c'est ça, en fait. On disait que notre parcours a été jalonné de plein de clés comme ça, de plein de points, de piliers, d'amour, de joie, d'expériences, de douleur, de violence, etc. Ces expériences de Amy, pour aujourd'hui, nous, vivre notre rencontre pleinement. Je pense que tout ça, si on a envie d'en parler aujourd'hui, c'est parce qu'on a aussi envie d'être responsable de ces expériences-là, en fait. Aujourd'hui, je crois que toutes ces expériences et tout ce qui a jalonné le chemin, eh bien, ça vient servir à un éveil de conscience qu'on peut transmettre aujourd'hui. Et je crois que c'est important de pouvoir transmettre quelque chose à partir de l'expérience et ne pas transmettre juste l'expérience, parce que l'expérience, elle nous appartient finalement, on la rencontre, mais c'est, voilà, vous pouvez vivre une Amy, vous la vivrez certainement différemment que celle qu'on a vécue. À partir du moment où on ose en parler, ce qui est important derrière, c'est d'amener ce pourquoi on en parle. C'est pour ça, en effet, aussi qu'on a mis du temps à en parler. Il y a cette notion de ça nous appartient, ça nourrit un chemin qui est unique. Il y a aussi cet aspect de sacralité, où on percevait à la fois, on a banalisé, et en même temps, c'était aussi accueillir ces espaces-là comme du sacré. Et puis derrière, en effet, le message, c'est pas tant c'est waouh, c'est exceptionnel ou je ne sais quoi. C'est plus la responsabilité de ce qu'on en fait. Et c'est vraiment ça qui est important. Et c'est ce qu'on a envie en tout cas, et c'est pour ça qu'on en parle aussi aujourd'hui. C'est parce que je crois qu'on a choisi, nos âmes l'ont choisi aussi dans notre réunion, dans notre rencontre, de permettre de diffuser ces messages de conscience, ces messages de reliance au corps, au cœur, à cet espace de paix intérieure, à cette possibilité d'alchimie, de transmuter cette résilience aussi qui est là, pour simplement amener le message que c'est possible. Et qu'en l'ayant traversé, on peut aussi connecter à ces différentes possibilités qui sont en chacun et accompagner de cette manière-là en tout cas, avec cette conscience-là en tout cas. Ouais.